Très bien, je vais donc vous présenter Tu peux WebTest par Gaël Pagrimo, c'est moi, Agawel sur Twitter. J'en dis un peu plus sur moi. Je suis pythoniste à Beersec. Beersec étant une petite compagnie, j'en profite parce que on est sponsor et j'ai pas fait le talk que ce matin, donc j'en profite un peu. Donc on est une petite compagnie basée à Paris, on fait du hosting, du développement Python et on sait faire de la R&D. Si votre compagnie a besoin de projets R&D, on sait faire ça. Voilà, je suis membre fondateur de l'AFPI, ce qui se reconnaît à mon t-shirt. Si vous avez l'occasion de faire une conversation inintéressante avec moi, vous pourrez apprendre Python en langage des signes. Voilà, c'est un t-shirt qu'on a fait il y a quelques années, 4 ans, 5 ans. Tout ça pour dire donc je suis membre fondateur de l'AFPI et mainteneur de WebTest, qui est le sujet de ma présentation. Alors, je vais commencer par dire un petit mot sur WebTest. Donc WebTest est un... Quoique non, allez, allons-y. Qui d'entre vous fait du web ? Ok. Tout le monde fait du Python, j'imagine. Qui connaît WSGI ? Est-ce que vous savez juste ce que signifie le terme ou est-ce que vous avez lu ce qu'est la PEP 333 WSGI ? Voilà, il y a beaucoup moins de monde tout de suite. Ok, donc tout le monde utilise WSGI parce que c'est le moyen pour vos applications de s'interfacer entre elles, grosso modo. C'est la Web Server Gateway Interface, donc interface voulant dire norme, grosso modo, c'est ce qui définit la norme du web en Python. Dans le but de standardiser les échanges, c'est ce que je mets, et vous voyez qu'il y a 3 couches, serveur, middleware, application. Donc on sait tous ce que c'est qu'une application, c'est typiquement Django. Django, vous faites une application Django, bah c'est votre application WSGI. Tout à l'autre bout de la chaîne, vous avez un serveur, grosso modo, Unicorn, ModWizGui de Apache, des choses comme ça. La norme WSGI définit ce que va faire le serveur. C'est-à-dire qu'il va choper une requête, parser les headers, le contenu éventuellement du body, etc. et vous fournir un environ. J'imagine que vous avez tous vu ça, request.environ. Si vous faites du web, vous avez tous vu ça. Eh bien, c'est ce que définit WSGI. C'est-à-dire que dans l'environ, vous retrouvez le user agent, le passinfo étant le bout de l'URL que vous avez appelé. Vous retrouvez le HTTP host, qui correspond au nom de domaine dans lequel le client a tapé, etc. Et entre les deux, vous avez une couche middleware, dont on se fout un petit peu pour ma conférence, mais c'est bien aussi de le savoir. Le middleware étant quelque chose qui se glisse entre le serveur et votre application et qui vous permet de faire des choses. Typiquement du cache, c'est l'exemple que je donne en général. Vous pouvez écrire un middleware qui va se placer donc entre le serveur et votre application et s'il a déjà une requête qui a été faite en cache, la servir à la place de l'application et du coup ne pas interroger l'application qui est en dessous. Des choses comme ça. Voilà. Et de nos jours, tous les frameworks Python respectent cette norme. C'est une norme qui existe depuis tellement longtemps que je l'ai toujours connue, je pense. Voilà. Alors après, l'autre sujet, c'est le testing. Donc personne ne conteste l'importance des tests. Qui ne fait pas de tests chez vous? Personne. C'est très bien. Vous êtes des gens bien. Et après, on distingue 2 types de tests. Test unitaire et test fonctionnel. On est d'accord? J'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Petit rappel vite fait. Le test unitaire va tester le résultat d'une fonction. Donc c'est des tests très bas niveau. Le test fonctionnel teste le comportement utilisateur. Des tests très haut niveau. Les tests unitaires font chier tout le monde, donc on fait du test fonctionnel. Voilà. Et c'est pour ça que WebTest existe. WebTest étant donc le lien entre les deux, WSGI et les tests unitaires. WebTest vous permet d'écrire des tests fonctionnels et finalement il simule le comportement d'un serveur. C'est-à-dire que d'un serveur WSGI, si vous vous souvenez de la stack WSGI, WebTest simule un serveur, va forger une requête qu'il va envoyer à votre application. Ce qui vous permet de faire des tests fonctionnels. C'est-à-dire que vous allez envoyer une requête à votre application, recevoir le résultat et pouvoir contrôler que le résultat est correct, ou plutôt qu'il correspond à ce que vous attendez. Alors vous avez ensuite beaucoup de code. Donc une première requête. Vous voyez que TestApp est quelque chose qui vient de WebTest, donc c'est ce que fournit WebTest.
la classe essentielle que vous avez à connaître, from webtest import test app. Et vous pouvez ensuite enrober votre application avec cette test application. Donc my application étant Django, par exemple, une application Django, ou toute autre application. Il faut savoir que WebTest fonctionne avec Flask, enfin absolument tout, c'est du WSGI, donc ça fonctionne. Et ensuite, vous envoyez une requête à cette application. Ici, on envoie juste un get de la racine. Et vous voyez qu'en dessous, on récupère donc une réponse HTTP dont on vérifie que le statut est égal à 200, donc que la requête n'a pas généré d'erreur. Et que le HTML contient, ou plutôt le HTML ou texte, puisqu'ici on ne vérifie pas, contient welcome, ce qui est tout à fait cohérent pour une page d'accueil. Ensuite, WebTest vous permet de cliquer, puisque c'est bien beau de faire des requêtes à la main, mais on essaye de simuler le comportement d'un utilisateur. On est d'accord, on est dans une test fonctionnelle. Donc vous pouvez cliquer sur un lien. Ici, vous cliquez sur un lien, donc un lien login. Vous arrivez sur une page, voilà, vous avez une page d'accueil avec un lien login. Et vous pouvez cliquer sur le login. Ceci vous renvoie une autre réponse HTTP. Forcément, vous cliquez, vous faites une requête. Implicitement, WebTest va faire une autre requête à votre application, récupérer une autre réponse. Vous arrivez sur votre page de login, et là, vous avez besoin de tester que vous pouvez vous loguer. Donc, pour cela, vous allez soumettre un formulaire. WebTest vous permet de soumettre des formulaires. Vous pouvez accéder au formulaire via leur ID CSS, donc form ID égale login form en l'occurrence, ce qui vous permet de récupérer un formulaire. Vous pouvez appeler la méthode lint qui va vous permettre de checker que tous vos champs ont des labels, des choses comme ça, en gros qui sont conformes aux normes d'accessibilité, grosso modo. Et vous pouvez ensuite remplir ces champs. Donc vous voyez qu'ici j'ai deux champs, login, password, que je remplis avec Gawel et passwd, le password classique sans faille, et vous soumettez ce formulaire avec form.submit. Ceci vous donne bien sûr une autre réponse, c'est pareil que quand vous cliquez, vous soumettez le formulaire, vous faites une requête implicitement et vous obtenez une autre réponse, dont vous pouvez tester le résultat. Donc votre formulaire a bien exécuté ce que vous attendiez, etc. À ce niveau-là, on peut aussi faire de l'upload de fichiers, ce qui est assez rare dans les outils de test fonctionnel. Il n'y a pas beaucoup de choses qui permettent de faire ça. Donc vous pouvez simuler de l'upload de fichiers. C'est important de le savoir. Et vous avez certains contrôles qui sont effectués quand on définit la valeur d'un champ. C'est-à-dire que si vous essayez de définir un champ qui n'existe pas, qui n'apparaît pas dans votre HTML, par exemple, ça va vous péter à la gueule. Aussi, si vous essayez de mettre une valeur qui n'est pas dans une select list, ça va vous péter à la gueule, des choses comme ça. Alors ensuite, donc on a vu ce qu'on pouvait soumettre, grosso modo. Maintenant, il nous faut des moyens de tester le résultat qu'on attend. Donc pour cela, on a plusieurs outils. On a Minidom, que personnellement, je n'utilise jamais. C'est pour faire du XML assez bas niveau. Je ne sais pas si vous utilisez ça. L'avantage est que c'est dans les librairies standards. L'inconvénient, c'est que c'est assez difficile à utiliser. L'API n'est pas super. Mais ça vous permet quand même donc de checker que votre XML, le HTML c'est du XML, hein, on est d'accord, donc ça vous permet de tester le résultat avec ça. Et vous pouvez aussi utiliser LXML ou pQuery, pQuery étant la librairie super géniale que je maintiens aussi, qui sont donc des moyens qui vous permettent de tester du XML un peu plus convivialement, on va dire. Typiquement pQuery, comme LXML, mais LXML est un peu plus bas niveau. Je vais placer deux mots sur pQuery vite fait. Donc pQuery est une librairie qui implémente jQuery en Python. Typiquement, ça vous permet de faire de la sélection via des sélecteurs CSS. Vous allez pouvoir choper toutes les encres en faisant A ou A point quelque chose pour avoir sa classe CSS.
Voilà. Donc avec ces moyens, vous pouvez tester par exemple que vous avez 5 liens dans votre page résultante. Très facilement, ou des choses comme ça. Ou enfin voilà, que votre texte, que votre HTML est ce que vous attendez. Et vous pouvez aussi utiliser resp.json. Donc tout ce que ça va faire, c'est parser le résultat de votre réponse avec json.loads. Juste ça le fait pour vous, quoi. Ça va aussi checker... Non, j'ai dit une connerie. Voilà, donc ça vous permet en fait de récupérer un dictionnaire Python au lieu d'avoir à le parser par vous-même. Ça le fait à votre place. Donc c'est très utile pour tester les API, tout bêtement. C'est d'ailleurs ce que j'aimais. Vous avez ici un exemple. Donc on fait un get sur /v1 et on teste que la clé myResource est bien dans le JSON qui résulte. Alors après, vous avez une API plutôt qui vous permet de tester vos API. Donc grosso modo, ça passe pas en entier sur l'écran, mais vous voyez qu'ici, je fais un app post-JSON, ce qui permet de passer un dictionnaire en argument qui lui va être sérialisé en JSON et envoyé à votre application. Donc c'est pareil, c'est juste un petit helper qui vous permet de vous aider à tester vos applications, vos API, pardon. Et ça envoie aussi un bon content type, c'est-à-dire que ça va vous setter le content type HTTP à application/JSON. Et de la même manière, il y a les méthodes de post, put, patch, option, delete. Grosso modo, vous pouvez à peu près tout appeler. Alors maintenant, on aime aussi tester un consommateur de l'API. Alors ça, c'est vrai si vous faites que du Python. On est tous ici amoureux de Python, donc ça doit être le cas. Si vous faites une application en Python qui est consommatrice d'une API en Python, ça devient compliqué à tester. Grosso modo, pour tester votre application Python, vous allez être obligé de moquer, ce qu'on appelle moquer, c'est-à-dire simuler les entrées-sorties qui viennent de votre application. On est d'accord? Et ça, c'est très chiant à faire. L'autre solution, c'est d'utiliser, comme je le fais ici, un stoppable WSGI server. Qu'est-ce que ça fait, ce machin-là? Ça va lancer une application dans un thread séparé, donc une application WSGI, typiquement votre API, ici MyAPI, dans un thread séparé qui va donc répondre en tant que vrai serveur web. À partir de ce moment-là, je démarre le serveur, vous voyez, API Start, et je définis une web app que je vais pouvoir tester à la manière dont j'ai indiqué tout à l'heure. Donc faire des tests fonctionnels sur mon application, et l'API va répondre réellement, pour le coup. Vous voyez qu'ici, bon, par contre, il faut bien sûr que l'API de l'URL que consomme l'application soit configurable, grosso modo. C'est-à-dire qu'elle soit passée en paramètres. Ici, on voit, je passe l'URL de l'API à mon application. Donc, elle va savoir quelle API appeler pour consommer ce dont elle a besoin. Voilà, et ça a changé ma vie, grosso modo. Et ça marche très bien. Ça utilise Waitress, qui est un serveur WSGI écrit en Python, qui fonctionne sous Python 1, Python 2, Python 3, Windows, Linux, enfin, bref, ça marche. Voilà, alors tout ça c'est bien beau, mais ça n'empêche pas que la prod pète. Donc on aime bien aussi pouvoir lancer des tests sur la prod. Et pour ça, vous pouvez utiliser TestApp, donc la classe qui vient de WebTest, avec une URL réelle. Ce qui veut dire que vous pouvez écrire tout ou partie de vos tests qui vont être lancés quand vous passez un paramètre particulier, je sais pas, un argument en ligne de commande ou je ne sais quoi, qui va permettre d'appeler le site de prod réel au lieu de tester votre application en local, en interne, dans son propre process. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça pour tous les tests. Il vaut mieux dans ces cas-là dissocier certains tests. Typiquement, vous n'allez pas créer un utilisateur sur votre prod, des choses comme ça. Donc vous ne pouvez pas tout faire, mais ça permet au moins de checker, par exemple, que toutes les pages ne renvoient pas un code 500. Ça, c'est l'erreur typique où le client est super frustré, vous faites une mise en prod, le client il clique et vous avez une 500. Ouais, c'est les boules, quoi. C'est juste le truc con qu'on a oublié et ça ne marche pas.
Avec WebTest, si vous faites une batterie de tests qui vous permet de faire ça, vous loguez avec un utilisateur et puis testez quelques pages, ça vous assure un minimum de qualité. Et donc vous pouvez faire ça. Ça utilise WSGI Proxy 2 pour faire ça. WSGI Proxy 2 étant une application WSGI comme les autres qui juste proxifie à une vraie URL. Et donc avec ça, vous pouvez aussi tester tous les langages qu'on n'aime pas. PHP, Java, Rust qu'il y a dans l'autre salle. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser un vrai navigateur, ce qui peut être utile quand vous voulez tester du JavaScript. Parce que là, c'est bien beau, on fait que du Python. Et dans Python, il n'y a pas de moteur JavaScript. Donc ça ne marche pas si vous faites des applications Web 2 ou Web 3 ou Web 3+, des choses qui n'existent pas, quoi. Vous pouvez utiliser donc Selenium. Donc il y a quelques années, j'ai implémenté WebTest Selenium qu'on a depuis déplacé. Enfin bon, bref. Ça vous permet, grosso modo, de lancer une partie de vos tests, toute ou partie de vos tests, via Selenium. Donc il faut un serveur Selenium de lancer. Et voilà, ça communique avec Selenium. Vous pouvez faire du clic et donc tester du vrai Ajax pour le coup. Et vous avez aussi WebTest Casper.js. Alors d'habitude, Nico regarde le talk et je peux le flatter, mais là, il n'est pas là. Donc Casper.js étant un moteur JavaScript, tout bêtement, qui s'interface avec WebKit et depuis peu Firefox aussi, à l'aide de Slimmer.js. Alors là, pour le coup, tout ce que ça fait, en fait, c'est de lancer un thread séparé, comme on a vu avec un stoppable WSGI server, et lancer Casper.js. Donc vous êtes obligé d'écrire vos tests en JavaScript. Ça, c'est moins glop. Et il y a autre chose que je n'ai pas mis, qui peut être utilisé, qui s'appelle Ghost.py, qui est exactement la même chose que Casper.js, c'est-à-dire que ça utilise un moteur WebKit, sauf que l'interface est en Python. Donc vous pouvez, à l'aide du stoppable WSGI server que je montrais tout à l'heure, tester vos applications avec Ghost.py aussi. Alors, autre librairie, on a Django WebTest. Alors Django est une application, est un framework vachement bien, mais ils ont toujours des trucs spécifiques. Donc il y a un mec qui a fait Django WebTest, qui fonctionne très bien avec Django. Donc c'est une petite surcouche à WebTest qui, grosso modo, va faire des choses à vos settings avant de lancer les tests. J'ai plus vraiment d'exemple en tête. Qu'est-ce que ça fait? Non, je sais plus. Bon, bref, ça fait plein de choses bien pour Django. Et puis il y a Mozilla, dont Alexis qui est là au deuxième rang, fait coucou à la foule, voilà, qui a implémenté Loads. Donc Loads étant une librairie permettant de faire des tests de charge, c'est-à-dire que vous pouvez écrire des tests unitaires avec WebTest et ensuite, je ne sais même pas trop comment, lancer des tests de charge sur votre application en utilisant ces tests. C'est-à-dire que le test que vous avez écrit avec WebTest vous sert de scénario. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Avez-vous des questions? Pas de questions, même des trucs qui n'ont rien à voir avec la conférence. Hein. Je suis sûr qu'il sera ravi de répondre. Oui, tout à fait, oui. Voilà, j'ai par exemple quelqu'un qui a une question. Une vraie question. Je voulais savoir le stoppable WSGI server, est-ce qu'il intègre il prend en compte les middleware ou est-ce qu'il lance directement l'application? Ah bah en fait tu lui mets ce que tu veux. Je sais pas si tu as vu, si je remets. Ouais, je vais bien revoir. J'ai pas. J'étais loin là. C'était où? En fait, ça prend quelque chose qui implémente la norme WSGI. D'accord. Ouais, donc. Si tu lui passes quelque chose où il y a des middleware, ça marche quoi. Voilà. Tu passes un truc, MyAPI étant un truc qui répond à WSGI. Ouais, donc peu importe. Il passe n'importe quoi. Tu parlais de la lib, c'est pas tout à fait le sujet de ta conf, mais la lib pQuery, c'est ça? Oui. Qui implémente jQuery, elle s'occupe seulement des sélecteurs CSS ou elle gère aussi un peu plus largement la librairie? Donc,
le gros intérêt, c'est de faire de la sélection avec l'API de jQuery. Ouais. Après, il y a quelques trucs annexes, genre tu peux utiliser request pour aller choper du HTML quelque part, des choses comme ça. Mais c'est le seul vrai intérêt, c'est de faire de manipuler du XML avec des sélecteurs CSS. Okay. Pas d'autres questions? Eh bien, merci à vous. Bonne fin de Python.